extrêmement forte avec Jordan Bardella, et selon les sondages, notamment l'étude Cevipof, Ipsos, Jean Jaurès, Le Monde, qui est paru il y a quelques jours, 41% des électeurs d'Éric Zemmour de 2022 voteraient pour Jordan Bardella. Il a un pouvoir d'attraction comme vote utile qui peut justement précipiter en quelque sorte votre disparition, ou en tout cas pose une question existentielle. En tout cas, ce qui est très encourageant pour nous, c'est que plus les élections avancent, plus les électeurs qui ont voté pour Éric Zemmour à l'élection présidentielle se retournent vers Reconquête. Et l'élection n'est pas finie, vous le savez, les sondages ne sont pas les suffrages, et les leçons des dernières élections doivent être instructives pour nous. Rappelons-nous quand même de Yannick Jadot, qui était à 5-6 dans les sondages toute l'élection, qui finira oui, Éric Zemmour était à 10, maintenant, 12, il est arrivé à 7. C'est ça que je veux dire, de toute façon, les élections européennes sont par essence l'élection des surprises, et nous serons la surprise. Maintenant, ce que je dis à ces électeurs, c'est une chose très simple, c'est que le seul parti aujourd'hui qui a à la fois la volonté et la capacité d'agir au Parlement européen, c'est Reconquête. Pourquoi ? Parce que nous avons d'un côté, je le rappelle, en concurrence face à nous à droite, les Républicains, qui font partie du PPE, qui font partie de la majorité d'Ursula von der Leyen, alliés aux socialistes et alliés aux macronistes. Ils votent 80% des textes ensemble au Parlement européen. Et nous avons de l'autre côté le Rassemblement national, qui appartient à un groupe qui s'appelle le groupe ID, et qui est un groupe aujourd'hui complètement isolé et marginalisé au niveau européen. Je le rappelle, le Rassemblement national est arrivé premier aux élections européennes en 2014 et en 2019, avec des scores très importants, autour de 25%. Cela n'a pas changé une ligne de la politique européenne parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'influence. Donc moi, ce que je dis à ces électeurs qui pourraient hésiter, il y en a, vous avez raison, c'est de leur dire de choisir le parti qui demain pourra vraiment impacter sur la politique européenne. Alors là, vous nous parlez, je dirais, stratégie, mais s'il y avait un élément... Efficacité. S'il y avait un élément au point de vue programmatique qui vous distingue du Rassemblement national, c'est lequel ? Eh bien, il y en a en réalité un certain nombre, et même je veux dire beaucoup. Le plus sur important l'économie, par exemple. Sur l'économie, nous n'avons indéniablement pas la même vision économique que le Rassemblement national, que je qualifierais de plus étatiste, fiscaliste et interventionniste, pour ne pas dire socialiste, que nous le sommes. Si on devait donner des exemples, typiquement lorsqu'il y a eu le durcissement des conditions d'accès au RSA, nous étions favorables au durcissement de ces conditions. Le Rassemblement national, à l'inverse, y était défavorable. Nous avons par exemple soutenu la première réforme menée par le gouvernement sur les indemnités chômage. Le Rassemblement national y était opposé. Nous étions également favorables à ce qu'il puisse y avoir une réforme des retraites qui d'ailleurs soit différente de celle qui a été conduite par le gouvernement et qui impliquait d'aligner le régime privé sur le régime public, entre autres choses. Le Rassemblement national, typiquement, y était opposé. Donc vous êtes plus libéraux que le Rassemblement national. Si tant est qu'en effet libéraux signifie... Favorable au marché, voilà, et favorable au retrait de l'État plutôt qu'à son extension. Voilà, moins de normes, de contraintes et d'impôts pour plus de liberté, oui, indéniablement. Et puis il y a des différences aussi notables sur les sujets de société. Voilà, il y a eu, vous souvenez-vous-en, il y a quelques jours, une polémique lancée par Reconquête, et à juste titre, sur la banalisation aujourd'hui de la GPA dans l'espace public. Nous sommes contre toute forme de gestation pour autrui. Exactement. De légalisation directe ou indirecte de cette pratique de marchandisation de la femme et de l'enfant. Sujet clos également par le chef de l'État dans une interview à nos confrères. Oui, je note quand même qu'une grande partie de son gouvernement ou de ses ex-ministres sont prononcés favorables à la légalisation de la GPA. Donc restons quand même très vigilants. Le Rassemblement national, par exemple, considère qu'il ne veut pas remettre en cause la reconnaissance à l'état civil des enfants nés de GPA à l'étranger, ce qui est une manière indirecte évidemment d'accepter sa légalisation. Et puis même sur les sujets dits identitaires, pour faire simple, il y a un certain nombre d'approches différentes. Le Rassemblement national, aujourd'hui, dans la direction, s'exprime en expliquant qu'il n'y a pas de choc de civilisation aujourd'hui sur le sol français avec la civilisation islamique. Je pense exactement l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une civilisation islamique qui tente à se confronter et à s'imposer sur le sol français, que cela pose de grandes difficultés de cohabitation et que ce sont donc l'ensemble des valeurs à la fois démocratiques et culturelles qui sont remises en cause par ce choc. Alors, on a bien compris les différences. Il y a en même temps des convergences. Et on sait que les élections européennes sont souvent propices à l'expression d'un vote national. On veut donner un signal au gouvernement qui est en place. De ce point de vue-là, est-ce que vous ne subissez pas le risque de celui du vote utile ? C'est-à-dire celui de Jordan Bardella qui, si l'on en croit les sondages, est en tête largement. Alors là, pour le coup, en effet, c'est de la stratégie. Et c'est la stratégie du Rassemblement national de vendre une promesse
à minima fausse, pour ne pas dire mensongère, c'est-à-dire de vendre l'espoir aux électeurs que si le Rassemblement national arrivait très haut dans les sondages, le gouvernement pourrait dissoudre l'Assemblée nationale et donc relancer une élection législative. Sauf qu'il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il y a quelques jours de cela, le président de la République a fermé la porte à cette hypothèse. Il explique qu'il n'y aura pas de dissolution sous ce qu'il appelle la pression de l'opposition. Donc aujourd'hui, ça n'est pas honnête de vendre cela aux électeurs. Et une fois de plus, moi, ce que je veux c'est de leur dire, l'imposture, c'est de l'hypocrisie, c'est de la manip, c'est de la quoi stratégie électorale. Voilà, il joue le vote anti-Macron, mais moi je joue le vote anti-Macron, mais au bon niveau. C'est-à-dire, une fois de plus, pas au niveau national, au niveau européen, parce que c'est ce dont il s'agit. Et quand on sait aujourd'hui, quand on voit le poids extrêmement lourd de l'Union européenne dans notre quotidien, sur notre législation, je veux dire, ce que nous prépare Emmanuel Macron au niveau européen, qu'il a décrit de manière très précise dans son discours de la Sorbonne, la fin du droit de veto de la France. Donc la possibilité pour la France de se voir imposer un certain nombre de mesures, parfois contre ses intérêts, l'élargissement à 35, voire à 40 de pays dans le marché unique, un président de l'Union européenne, un ministre des Affaires étrangères européenne, mais on y reviendra, mais Marion Maréchal... Non, mais je veux dire, c'est ça qu'il faut endiguer absolument, parce qu'en fait, ce que veut Emmanuel Macron, c'est un super État fédéral européen, à la fin, finalement, des nations telles que nous la connaissons, dans leur liberté et leur singularité. Donc c'est un vrai choix historique que nous avons à faire. Pour reprendre la question de François sur votre rapport au Rassemblement national, il y a eu des divergences avec Éric Zemmour sur le sujet, et vous dites régulièrement que vous n'êtes pas des ennemis avec Jordan Bardella. Malgré tout, Éric Zemmour est beaucoup plus dur avec le Rassemblement national de Marine Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas une différence d'approche ? Pour avoir discuté très longuement avec Éric sur ce sujet, je crois que d'une certaine manière, il y a peut-être un pessimiste et un optimiste dans la bande. C'est-à-dire que nous sommes tous les deux attachés à cette idée de l'union des droites. Nous continuons d'ailleurs de la défendre, et c'est pour ça que d'ailleurs tous les électeurs qui sont attachés à cette idée devraient nous donner de la force pour essayer de la mettre en place. C'est-à-dire cette idée que pour que des idées puissent arriver aux affaires, elles doivent être portées par des coalitions qui réunissent autour de la table des partis qui, comme vous l'avez relevé, ne sont pas d'accord sur tout, mais partagent aussi un certain nombre de points essentiels, et donc sont capables ainsi de rassembler ces 50 plus 1 électeur. Ce qui a toujours été la condition pour permettre à des gouvernements, qu'ils soient de gauche ou du centre ou de droite, d'arriver au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à défendre cette idée, et d'ailleurs Éric Zemmour a été cohérent. Après sa défaite à l'élection présidentielle, il a appelé à voter Marine Le Pen, il n'a pas présenté de candidat face à elle, ni face à Nicolas Dupont-Aignan, ni face à Éric Ciotti aux élections législatives. Maintenant, ce qui nous différencie, si je puis dire, c'est que je crois que lui a l'impression, ou le sentiment, ou l'intuition que le Rassemblement national n'acceptera jamais cette coalition, et qui est donc, même s'il faut évidemment continuer de la défendre, malheureusement, il craint que le Rassemblement national continue de s'enfermer dans cette espèce de logique de citadelle assiégée, si je puis dire. C'est pas votre sentiment ? Et moi, je ne crois pas. Voilà, moi, je suis plus optimiste. Je pense que, justement, si Reconquête est fort aux élections européennes, si nous faisons un score qui pourrait avoisiner les 10%, que nous devenons incontournables, alors, mécaniquement, nos concurrents devront s'asseoir à la table avec nous, parce qu'ils ne pourront plus se passer des votes et des électeurs que nous rassemblons. Marion Maréchal, c'est vrai que vous dites, Marine, Jordan, nous ne sommes pas ennemis, ne te trompe pas d'ennemis, Jordan, demain nous pourrons travailler ensemble en Europe et même nous pourrons trouver un chemin ensemble en France. Bon, ça n'est pas le discours d'Éric Zemmour, c'est comme l'a expliqué Marie Chantret, mais en fait, il y a une forme de soupçon, peut-être de la part de certains amis d'Éric Zemmour. Vous appartenez peut-être à cette famille par le sang. Vous avez sûr. Bien sûr. Et puis vous avez commencé votre engagement politique avec eux. Dans le fond, ils se disent, elle va y retourner après. De toute façon, c'est plus facile. Alors que les autres disent, non, nous, on restera de toute façon à l'écart. Si j'avais voulu retourner au Rassemblement national que j'ai quitté en 2017, j'aurais eu maintes occasions de le faire, dès les élections présidentielles, les élections législatives. Voilà. Ça n'a pas été mon choix, parce qu'une fois de plus, je veux pouvoir avoir la liberté de défendre la ligne à laquelle je crois, la ligne économique, la ligne identitaire, la ligne sociétale, que je défendais déjà quand j'étais au Rassemblement national, et parfois contre d'ailleurs la direction de l'époque. Maintenant, ce que je dis, vous volerez au secours de la victoire si jamais elle était maintenant, ce que je dis très clairement, c'est qu'il y a dans cette élection des adversaires avec qui je ne travaillerai jamais, parce qu'ils portent un programme qui est antagoniste au mien. Je pense évidemment à la LFI en premier lieu, qui pour moi sont des ennemis de la France. Je pense évidemment aux macronistes, je pense aux socialistes, à la gauche en général. Et puis il y a des gens qui sont des concurrents.
avec qui j'ai en effet des différences, mais avec qui également je devrais pouvoir être amené à travailler sur des choses que nous avons en commun. Et donc ce travail-là, je souhaite pouvoir l'aboutir dès le 10 juin au Parlement européen. Et ce que je vous dis là ne relève pas du fantasme, puisque Jordan Bardella lui-même, à l'occasion de ses vœux, a dit qu'il serait amené à faire des votes communs avec le groupe ECR auquel appartient Reconquête. Donc ça, il faut être capable d'en faire la différence, et c'est ce que je fais, d'autant plus que, il est vrai, vous l'avez relevé, j'ai une histoire particulière avec le Rassemblement national, un parcours particulier, j'ai presque envie de dire une affection particulière également avec voilà, les électeurs et les militants. Donc j'ai aussi une certaine manière de m'exprimer avec eux. François. Hier, Emmanuel Macron a diffusé une vidéo sur Internet dans laquelle il a décoché quelques flèches à l'extrême droite. On va l'écouter. Une forme d'hypocrisie, de projet caché aujourd'hui des extrêmes droites qui les fait progresser, c'est qu'elles avancent masquées. Que là où les extrêmes droites, il y a encore 5 ans, 6 ans, disaient Brexit, Frexit, c'est-à-dire sortie de l'euro, de l'Europe, retour au nationalisme, elles n'osent plus le dire. Mais au fond, le projet qu'elles portent, c'est la même chose. Et donc ce sont des projets qui appauvrissent. Simplement, en plus d'avoir des projets qui appauvrissent, la plupart du temps en Europe, elles ne disent plus la vérité des prix. C'est pour ça que je combats leurs idées. Alors selon la Tribune du dimanche de ce matin, le président semble envisager un débat entre lui et Marine Le Pen. Alors, c'est un peu vous tenir pour quantité négligeable, mais est-ce qu'au nom des idées que vous partagez avec le Rassemblement national, vous pensez que c'est une bonne idée, ce débat ? Alors déjà, au-delà de la question du débat, moi ce que je note, c'est que le président de la République nous enferme finalement dans un choix binaire et mensonger. Vous aussi, c'est le même que le vôtre. On sait bien à qui on s'adresse. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il explique quoi ? Il dit soit en gros, c'est mon Union européenne, donc celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est devenue la colonie numérique et militaire des États-Unis, la colonie économique de la Chine, la colonie de peuplement de l'Afrique. Donc c'est ça. Voilà, c'est la seule perspective avec en plus le super État fédéral européen ou la sortie de l'Union européenne, assumée ou cachée. Mais moi je dis non. Non, il y a une troisième voie, qui est celle également que nous proposons, qui est certes de garder cette idée Union européenne, mais d'en changer les priorités, d'en changer le fonctionnement. Sans en sortir, et ça d'en vous êtes changer clair les là-dessus. objectifs, exactement. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'Union européenne sans avoir le pacte vert et la décroissance agricole et industrielle soutenue par Emmanuel Macron. On peut avoir l'Union européenne avec un assouplissement, par exemple, des aides d'État pour permettre de stimuler les secteurs stratégiques. On peut avoir l'Union européenne avec la préférence communautaire dans l'accès au marché public des entreprises européennes ou dans les achats de crédits européens. On peut avoir une Union européenne avec une politique commerciale plus offensive et plus, j'ai envie de dire, défensive que celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est aussi ce que disent certaines de la majorité, entre guillemets, européenne aujourd'hui. C'est-à-dire, vous pouvez entendre le PPE ou les socialistes ou les macronistes dire ça. Il y a qu'un malheur, c'est que Emmanuel Macron est aux affaires depuis maintenant 7 ans. Et le bilan européen, aujourd'hui, même dans sa critique, c'est en réalité celui qu'il porte. Et je tiens à le redire une fois de plus. On a beaucoup parlé du pacte vert au moment où les agriculteurs se sont jetés dans la rue et à juste titre, au regard de l'extraordinaire tsunami de normes et de contraintes et probablement de taxes, parce que demain, rappelons également qu'Emmanuel Macron veut des impôts européens en plus des impôts français. Ce projet-là, typiquement, Emmanuel Macron l'a simplement reporté. Et une fois de plus, je crois aujourd'hui, et c'est ce que nous allons défendre nous, qu'il y a une Union européenne qui peut faire des choix énergétiques différents, voilà, qui ne sont pas ceux, par exemple, de la moitié de la production électrique fait aujourd'hui, comme il le souhaite, par les renouvelables, ce qui est une aberration économique et une aberration énergétique. Pardon, vous avez répondu sur le fond, mais débat, pas débat, comment vous voyez les choses entre Emmanuel Macron je vous réponds sur le fond parce que débat ou pas débat, d'une certaine manière, c'est pas tellement mon sujet. Non, mais en fait, ça changerait les choses. Votre sujet, ça pourrait être il faut qu'Emmanuel Macron se jette dans l'arène et que, de ce point de vue, les choses soient plus claires. De toute façon, c'est à son habitude. Rappelons-nous qu'aux dernières élections européennes, il avait là aussi supplanté Nathalie Loiseau pour lui-même incarner cette liste. Voilà. Maintenant, moi, ce que je ne voudrais pas ou ce que je pourrais regretter à travers ce symbole du débat, c'est qu'en effet, une fois de plus, on enferme les élections européennes autour de ces deux choix, alors que, je le rappelle, nous sommes dans une élection proportionnelle à un tour et que donc il s'agit de voter d'abord pour ses convictions. Et voter utile, c'est ça. Et donc d'avoir la représentation qui vous corresponde le mieux. Et quand on sait que le seuil pour des élus, c'est 5%. Nous avons donc un vaste choix. Marion Maréchal, on parle beaucoup du Rassemblement national, adossé à normalisation, dédiabolisation. Et vous, quelles sont vos lignes rouges ? C'est le droit de suite de route. Moi, je vais poser les questions qui fâchent.
Allez-y. Soyons clairs, parce qu'il y a un peu une atmosphère un peu sulfureuse quand même autour de Reconquête. Alors, première image, c'est hier. Il y a eu un défilé d'un groupe qui a commémoré la mort d'un militant d'extrême droite. Ça s'est passé dans les rues de Paris. Et il y avait 800 à peu près, plutôt des hommes d'ailleurs, qui criaient au fusil, au couteau, nous rétablirons l'ordre nouveau. Et on sait que sur votre liste... Mais rien à voir avec Reconquête, hein, pour le coup. Alors, on sait que sur votre liste, il y a des gens qui ont commencé leur carrière dans ces milieux-là. Est-ce que vous dites aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir, je condamne ce type de discours, ce type de mouvement, ou pas du tout? Je ne sais pas qui à Reconquête a commencé sa carrière dans ces milieux-là, parce qu'en l'occurrence, je ne sais même pas d'ailleurs de quel groupuscule il s'agit précisément. C'est des gens qui sont proches du GUD, il y a plusieurs. Le syndicat d'extrême droite étudiant. Non, mais qui chez vous? Oui, sincèrement, là, pour le coup. Philippe Vardon, Damien Rieu, ils ont non, ils n'ont jamais été au GUD. Ils n'ont jamais été Philippe Vardon ni Damien Rieu, je vous assure. Donc en l'occurrence, je pense que quand même, ils étaient dans Génération Identitaire. Qui n'a, selon moi, rien à voir avec le GUD, rien à voir. En l'occurrence, c'était une jeunesse engagée dans la lutte contre l'immigration, mais qui n'a absolument rien à voir avec les groupuscules d'extrême droite et les slogans que vous entendez aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une confusion, très honnêtement, sur cette manifestation qui n'a rien à voir. Mais ce type de slogan, justement, est-ce que ça vous choque, condamné? Enfin, évidemment, une fois de plus, je ne vais pas répondre, si vous voulez, d'une manifestation avec laquelle je n'ai aucun lien d'une quelconque manière. Non, mais vous pouvez avoir une observation sur ce type de défilé. L'observation, c'est que je trouve ça évidemment déplorable et que, évidemment, ces slogans n'ont rien à faire dans l'espace public. C'est tout à fait logique. Alors, la deuxième question qui fâche, il s'agit de Jean Messia. Il est 8e sur votre liste. Hein. Oui, tout à fait. Et il a prononcé une phrase dans un meeting public il y a quelques jours. Il a dit « Vous êtes sommé de croire que Mortar Ben Couscous, arrivé avant-hier en France, doit être considéré comme français. Si vous dites qu'il ne l'est pas, vous êtes de gros racistes. La liberté, c'est d'accepter des millions de chameliers polygames du 8e siècle. » Alors ma question est simple. On peut parler des flux migratoires. C'est tout à fait normal. C'est un sujet complètement légitime. Mais est-ce que là, on ne tombe pas sous le coup de la loi qui réprime toute expression outrageante de mépris ou invective adressée à une personne ou un groupe en raison de son origine ou de sa religion? Vous savez, Jean Messia, il parle avec toute la verve d'un Français d'origine étrangère et égyptienne, en l'occurrence, qui a fait... Non, c'est pas un prétexte, parce que c'est ainsi qu'il le vit, comme un homme qui, en l'occurrence, a fait un véritable effort pour s'assimiler, pour aboutir à une carrière de mérite et d'excellence en devenant haut fonctionnaire français, et qui voit chaque année, ça c'est une réalité, en effet, des centaines de milliers d'entrées, mais aussi de milliers de personnes. Vous justifiez ces paroles, ces termes, oui. Parce que c'est ça que je... Alors, je vais vous dire, moi je pense qu'il pose des mots, évidemment tout à fait crus et manifestement volontairement provocateurs, sur une réalité, parce qu'il y a aujourd'hui... Mais vous les défendez ou pas? Excusez-moi. Non, mais je vous réponds. Oui. Je veux dire, en l'occurrence, je pense qu'il a raison sur le fond, en ce sens qu'il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui rentrent sur le sol français avec ni le souhait ni la volonté de s'assimiler, qui importent les cultures étrangères sur le sol français, qui ne sont pas compatibles. Non mais, Madame Routel-Krief, laissez-moi finir s'il vous plaît. Et qui, en l'occurrence, apportent même parfois avec elles une haine à l'égard de la France qu'ils expriment de manière totalement décomplexée. Donc oui, il dénonce cela et il fait bien de le faire, je vous le dis. Maintenant, même si moi, c'est pas mon style et c'est pas ma manière de faire, parce que je n'ai pas non plus son parcours, et moi, je le dis très sincèrement, j'ai écouté votre édito sur le sujet. Moi, vous savez, plutôt que faire des éditos sur des mots crus, j'aurais aimé entendre des éditos sur des actes. Vous savez, parce que ce qu'il dénonce à travers ça, c'est la réapparition sur le sol français de phénomènes, ou plutôt l'apparition, parce que parfois ça n'a jamais existé, de phénomènes, en effet, qu'on n'avait pas vus depuis le Moyen-Âge. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, en effet, sur le sol français, le retour des crimes d'honneur, avec des jeunes de 15 ans qui se font tuer par les frères d'une sœur avec lequel il a une relation. Ou une jeune femme... de Chamseddine à Viry-Châtillon. Exactement. On en a parlé et on les a dénoncés. Je pense à la petite Tchadienne qui s'est fait tondre par sa mère et dont le petit ami a été torturé parce qu'ils avaient eu une relation. Je pense à la polygamie dans notre pays, qui concerne des centaines de milliers de personnes, au mariage forcé, 200 000 par an, aux excisions, 7% des femmes en Seine-Saint-Denis qui seraient aujourd'hui excisées, à la police islamique des mœurs, qui font qu'aujourd'hui il y a des petites gamines qui se font lyncher et torturer parce qu'elles ne respectent pas le ramadan, voire carrément tuées à Bordeaux pour cet homme qui avait bu une bière. Vous n'en parlez pas de la même façon. Vous n'en parlez pas de la même façon. Vous n'êtes pas à la limite de l'injure raciste. Vous dites qu'il y a un certain nombre de phénomènes qu'on peut dénoncer exactement d'une façon respectueuse et correcte. Mes motifs d'indignation, si vous voulez, ils ne vont pas, une fois de plus, sur les mots
y compris de provocateurs qui vont sur la politique que sur la réalité et les actes. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que dit Jean Messia, vous le soutenez et oui, il restera dans votre liste. Une fois de plus, moi, je suis attachée à la liberté d'expression et une vérité reste une vérité, même si elle est exprimée de manière provocatrice et crue. Une fois de plus, au regard de l'indignation portée par Jean Messia, qui lui, évidemment, l'incarnation de cette immigration qui a fait l'effort de s'assimiler. Et il pose une vérité. Voilà. Et la vérité, c'est celle que je viens de vous décrire. Il ne vous met jamais mal à l'aise. Et qui est un drame. Et qui est un drame parce que la réalité aujourd'hui, c'est que si nous continuons dans cette voie, eh bien, en effet, la France, dans son identité, dans sa culture, dans sa pratique, dans ses mœurs, dans son attachement à la liberté d'expression, à la liberté de conscience, sera finie. Voilà. Et donc tous les jours à l'école, nous en avons la démonstration. Vous soutenez cette expression, vous soutenez ces expressions. Je le soutiens une fois de plus dans son diagnostic. Une fois, je ne vais pas le tourner autour du pot. Il a son style et sa manière de faire. Il a son histoire. Ça vous a gêné quand même. Il a son parcours. Vous a gêné. Il a son parcours. Moi, je ne l'aurais pas exprimé comme ça, c'est ainsi. Mais une fois de plus, je suis attachée à la liberté d'expression et surtout, je suis attachée à la vérité. Et une fois de plus, ce qui m'intéresse dans le débat public, c'est pas tant les mots que la réalité et surtout les actes et les faits graves dont je viens de vous parler. Marion Maréchal, changeons totalement de sujet. On a évoqué en première partie aussi le début de votre programme. Parlons des mots du chef de l'État qui s'est exprimé, François le disait, sur les réseaux sociaux X hier, sur la guerre en Ukraine, où il dit qu'en Ukraine se joue aussi l'état de droit, nos règles communes. Et si on laisse faire en Ukraine, c'est la loi du plus fort. Est-ce que d'abord vous soutenez ces prises de parole et ces mots? Et puis on viendra évidemment à ce qu'il développe sur l'envoi de troupes également et la dissuasion nucléaire. Oui, Emmanuel Macron porte un diagnostic sur ce conflit. Et il se trouve que moi j'ai été toujours très claire depuis le début, c'est-à-dire que d'une part, j'ai condamné très fermement l'agression de la Russie, la déclaration de guerre, l'invasion du territoire et la violation du droit international. Et donc il est logique depuis toujours dans la tradition diplomatique française que la France soit du côté du respect du droit international et de la défense de la souveraineté. Et moi, en tant que souverainiste, je ne vais pas vous dire le contraire. Et je le déplore d'autant plus que cette guerre est une véritable boucherie, parce que c'est la guerre de tranchées avec des drones. Donc l'idée même d'ailleurs d'Emmanuel Macron de laisser le flou sur la possibilité d'envoi de troupes françaises et de soldats français sur place me terrorise, si je peux dire, déjà parce qu'évidemment ils seront des cibles prioritaires, et ensuite parce que c'est impliquer directement la France dans un conflit avec une puissance nucléaire, et donc s'exposer à une riposte directe de la Russie jusqu'au sol français, et remettant en cause ainsi son intégrité, ce qui me semble totalement irresponsable. On reviendra sur l'envoi de troupes, mais tout d'abord, c'est central. Macron nous dit, dans cette vidéo diffusée hier, la sécurité de l'Europe passe par l'Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne crois pas, en revanche, contrairement à ce qui a été dit, qu'aujourd'hui, la Russie menacerait les frontières françaises. Voilà. Ce que je crois quand même, pour être raisonnable, c'est que si la Russie, on voit bien d'ailleurs toutes les difficultés qu'elle a d'ores et déjà à tenir le front et à obtenir des victoires militaires significatives sur le sol ukrainien depuis maintenant près de 2 ans, imaginez que demain, la Russie puisse s'attaquer frontalement à un pays membre de l'OTAN et donc s'exposer à une riposte d'une défense et d'une alliance qui soit 2 à 3 fois plus puissante qu'elle. Objectivement, vous diriez la même chose? Objectivement, ça me paraît déraisonnable de faire peur aux Français avec ça. Mais est-ce que vous diriez la même chose si la Russie attaquait un pays proche de chez nous, l'Allemagne par exemple, l'Italie? C'est tout à fait différent. Nous sommes dans l'Alliance Atlantique. Donc là, de toute façon, nous sommes évidemment mécaniquement engagés dans la défense. La dissuasion nucléaire, par exemple, vous considérez qu'il faudrait l'utiliser si l'Italie ou l'Allemagne étaient attaquées? En réalité, ce qui est surprenant dans les déclarations d'Emmanuel Macron, c'est que le fond n'est pas tellement nouveau. C'est-à-dire que la dissuasion nucléaire, elle est au service des intérêts vitaux de la France, qui ne se confond pas totalement avec simplement le respect des frontières. Absolument. Donc les intérêts vitaux de la France, et d'ailleurs même le général de Gaulle l'avait toujours plus ou moins sous-entendu, peuvent évidemment être dans la protection d'un allié proche. Exactement. Donc c'est pas ce que dit Marine Le Pen, en l'occurrence, qui trouve que c'est une façon de ne pas nous protéger et de disperser notre propre protection. Là-dessus, il n'y a pas de rupture de la doctrine. Ce qui est plus dérangeant, c'est depuis quelques semaines, ce sujet réitéré de manière régulière, qu'il pourrait laisser entendre de façon un petit peu floue qu'il pourrait y avoir un partage, d'une certaine manière, de la prise de décision dans l'enclenchement. Ce mot n'a pas été prononcé, un partage. Mais je suis d'accord avec vous, il n'a jamais été prononcé, mais le fait, si vous voulez, qu'il revienne de manière aussi régulière et systématique sur un sujet qui, une fois de plus, n'est pas censé remettre en cause la doctrine de la France...
laisse planer quand même une petite ambiguïté qui, là, pour le coup, serait extrêmement dérangeante. Parce que s'il y a bien une chose, pour le coup, qui est non négociable, c'est la décision de la France d'utiliser ou non l'arme nucléaire dans la défense de ses intérêts vitaux. Et si vous voulez, cette ambiguïté, elle est d'autant plus alimentée que, souvenez-vous, il y a quelques années de cela, on avait déjà un président de la République qui, par son entourage, avait jeté quelques balles, il était vite revenu d'ailleurs dessus, expliquant que pourquoi pas nous pourrions partager notre siège de l'ONU avec l'Allemagne. Donc c'est que manifestement un homme qui veut, derrière l'armée européenne, derrière la diplomatie européenne, qu'il appelle de ses voeux, être dans une logique de partage du système de défense français. Et ça, c'est évidemment totalement inacceptable. Et on en reparle juste après la pause. Marion Maréchal, l'envoi en effet de troupes en Ukraine et puis l'immigration au zéro, était-ce vraiment réaliste? On revient juste après cette pause. À tout de suite. Aujourd'hui, dans notre beau pays, notre drapeau, le drapeau français, est insulté et brûlé tous les jours. La haine contre cet emblème ne fait qu'augmenter. Et vous, avez-vous ce drapeau chez vous? Est-ce que vous le portez haut et fier? Si ce n'est pas le cas, achetez-le dès maintenant sur notre site. Le lien est dans la description. Merci. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche avec Marion Maréchal Le Pen, tête de liste Reconquête aux élections européennes. L'immigration irrégulière, une des thématiques centrales de votre programme. Et c'est le chiffre de l'anglais tout de suite. Ce chiffre, Marion Maréchal, c'est 153 000. C'est le nombre de migrants arrivés en Italie en 2023, immigrés clandestins évidemment, en hausse de 55% par rapport à l'année précédente, 2022. Alors c'est intéressant parce que ce pays, l'Italie, est dirigé par l'extrême droite, Giorgia Meloni, qui est première ministre. C'est un parti duquel vous êtes assez proche. Et elle-même, en arrivant au pouvoir, avait dit « Nous allons en finir avec l'immigration clandestine ». 2 ans après, on voit que, entre les discours durs sur l'immigration clandestine et la réalité, il y a une différence de taille, j'allais dire, grande comme la Méditerranée. Parti de droite nationale et non pas d'extrême droite. Mais en tout cas, qu'importe. Ce qui compte et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, quand Giorgia Meloni arrive aux affaires, elle demande la mise en place d'un blocus naval militaire en Méditerranée, que nous soutenons d'ailleurs nous également. Oui, ce qui fait partie de vos propositions. Tout à fait. Et qui est à l'époque refusé par le gouvernement allemand et le gouvernement français. Et au moment où Giorgia Meloni, et c'est d'ailleurs encore le cas actuellement, maintient au port les ONG pro-migrants qui se font les complices des passeurs de migrants, eh bien, notre ministre de l'Intérieur ne trouve rien de moins que d'accueillir l'Ocean Viking à Toulon. Vous en souvenez, ce bateau de migrants constituant ainsi un appel d'air dont l'Italie est indirectement victime. Puisque donc ça veut dire qu'on n'a pas la main, on n'a pas de levier. Ce qui est très intéressant, c'est que la France quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Italie, pour des raisons géographiques, est la porte d'entrée, et donc elle est la victime collatérale des politiques d'accueil extrêmement laxistes à la fois de l'Allemagne et de la France, puisque c'est un pays de transit. La plupart des migrants. Mais ça serait la même chose si vous étiez au pouvoir. Non, parce que la plupart des migrants qui arrivent en Italie n'y restent pas pour plusieurs raisons. Première raison, il n'y a pas le droit du sol. Il n'y a pas le droit du sol, contrairement à la France. Il n'y a pas, évidemment, tout le système d'aide sociale extrêmement généreux que vous pouvez avoir en France, que vous soyez d'ailleurs en situation clandestine ou en situation légale. Donc ça, c'est manifestement aussi une grande différence. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a vu, évidemment, qu'il y avait des gouvernements qui s'opposaient à ce sujet? Elle a été à l'initiative pour obtenir en particulier des accords avec des pays de départ, dont la Tunisie, l'Égypte qui est en cours et peut-être demain la Libye, et notamment en Tunisie. Qu'est-ce qu'on a constaté à l'issue de la signature de cet accord avec l'Union européenne? Qu'il y avait eu une baisse de 70% des débarquements au départ de la Tunisie. Donc elle a, malgré et contre vents et marées, obtenu des résultats, et heureusement qu'elle a été là d'ailleurs pour obtenir ces accords, parce que ça n'a évidemment pas le gouvernement français qui en a été à l'initiative. Mais c'est drôle parce qu'en fait vous nous expliquez que Giorgia Meloni est devenue ultra-européenne, et c'est d'ailleurs ce qu'elle revendique. Elle revendique d'avoir été à l'inspiration du pacte asile-immigration. On la voit se promener dans le monde, en l'occurrence dans un certain nombre de pays, avec Ursula von der Leyen, que vous dénoncez tous les jours, et en fait elle s'est totalement adaptée à l'Europe telle que vous la dénoncez aujourd'hui. Giorgia Meloni, et c'est très contradictoire. Alors Giorgia Meloni, je veux bien vous parler de la politique italienne, ça me passionne. Mais en l'occurrence, que dit Giorgia Meloni? Que fait Giorgia Meloni, qui est chef d'État? Elle considère, et je considère que c'est la même chose, que la réponse au sujet de l'immigration, elle ne peut pas être que nationale.
J'en suis convaincue, moi aussi. Elle doit être aussi européenne. Donc le pacte asile-immigration. Et l'Union, non, mais les élus de Fratelli d'Italia n'ont pas voté le pacte tel qu'il a été proposé parce qu'ils se sont opposés justement à la répartition des migrants et qu'ils le trouvaient insatisfaisant. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il doit y avoir une réponse européenne en complément des politiques nationales dans le cadre de la protection des frontières. Et là où l'Union européenne peut jouer un rôle, que défend Giorgia Meloni, et j'espère qu'au Parlement européen, nous pourrons renverser la majorité justement pour être en soutien de ces chefs d'État qui veulent ces politiques, c'est, je vous en ai parlé à l'instant, le blocus naval en Méditerranée, c'est le financement de centres d'accueil et d'études des dossiers à l'extérieur. Ça n'a pas marché à l'heure où je vous parle, mais j'ai bon espoir que nous puissions justement renverser le rapport de force. Mais ça veut dire quoi exactement le blocus naval militaire ? Je finis juste 2 secondes là-dessus, je vais vous expliquer juste après. Le financement de centres d'accueil et d'études des dossiers à l'extérieur des frontières européennes, sur le modèle d'ailleurs australien, une réforme de l'espace Schengen qui soit réservée aux personnes de nationalité européenne et non plus extra-européenne, une réforme du droit d'asile, parce que le droit d'asile aujourd'hui c'est un droit européen. Or on voit bien que son périmètre est tellement large, évidemment, qu'il est un appel d'air à l'immigration extrêmement important. Et tout ça, ça peut être une réponse européenne, la suppression de la directive sur le regroupement familial qui aujourd'hui relève aussi du droit européen. Bref, vous verriez jusqu'à ça n'est pas qu'elle est super européenne, elle est en désaccord avec la politique d'Ursula von der Leyen, elle est dans l'opposition à Ursula von der Leyen, ils n'ont jamais voté pour elle. Ursula von der Leyen, c'est la candidate des LR, je tiens quand même à le rappeler. Ils n'ont pas voté pour elle non plus. Mais elle s'affiche beaucoup plus souvent que les LR. C'est la candidate en Égypte, en Tunisie, etc. Elle est chef d'État. Je veux dire, à un moment donné, elle est chef d'État, elle est bien obligée de faire avec les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y a un accord. Et ce sera votre cas, et ce sera votre cas, et ce sera le cas du Rassemblement national. Puisque nous allons sortir Ursula von der Leyen. Nous aurons une nouvelle présidente de commission. Dans votre politique de l'immigration, est-ce que vous iriez jusqu'à préconiser des solutions comme celle qui est en œuvre en ce moment, qui est à l'œuvre, au Royaume-Uni, c'est-à-dire passer un accord avec un pays hôte, le Rwanda en l'occurrence, pays africain, qui recueille les migrants que le Royaume-Uni expulse en contrepartie d'une somme d'argent pour leur entretien, etc. Pourquoi pas ? Tout à fait, pourquoi pas ? Selon les circonstances, ça peut être une des options. Moi, je trouve que le modèle, vous en avez parlé à l'instant, qui était un modèle intéressant, c'est le modèle australien. Parce qu'il a abouti... C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose, je suis d'accord avec vous, mais qui a montré son efficacité. Ça veut dire que jusqu'à de renvoyer les clandestins, c'est une première chose. Mais il y a également la possibilité de tarir, si je puis dire, les entrées clandestines par justement le financement de ces centres d'accueil à l'étranger, le financement d'ailleurs de campagnes de publicité dissuasives dans les pays d'origine, ce qu'on fait également l'Australie, et surtout, parce que ça c'est quand même la grande faille, c'est la position intransigeante du refus absolu de régulariser une personne qui serait arrivée clandestinement sur le sol français. Parce que le problème, si vous voulez, de la loi immigration, votée d'ailleurs par le gouvernement, les LR et le RN, qui augmente le nombre de potentialités de régularisation, c'est que c'est une perspective qui incite justement à l'immigration. Quelqu'un qui arrive de façon clandestine, et qui s'intègre, qui travaille, qui éventuellement se marie, qui fait des enfants, non. Non, par principe, si vous voulez... C'est-à-dire que vous le mettez dehors de toute façon ? Non, c'est par principe, si vous voulez, c'est une règle qui, selon moi, doit être absolument incontournable pour une raison simple, c'est qu'une fois de plus, si vous avez la perspective, en arrivant clandestinement sur le sol français, donc en violant la loi française, de pouvoir être régularisé, puis ensuite, derrière, être naturalisé et obtenir la nationalité française, c'est évidemment un appel d'air considérable et une incitation à risquer sa vie en Méditerranée, mais pas seulement. Et donc, à partir de là, moi, je considère que c'est une fausse politique d'humanisme que de rester dans cette logique, et je veux pouvoir en sortir, notamment au niveau européen. Mais pardon, mais sur le plan économique, je ne parle même pas sur le plan humanitaire, mais sur le plan économique, je parle sous le contrôle de François, on a une démographie en Europe qui n'est pas extrêmement optimiste. On a des problèmes démographiques dans tous les pays européens, en Allemagne en l'occurrence, mais en France aussi. Et même chez Giorgia Meloni, il y a eu 450 000 personnes qui sont venues comme migrants pour travailler avec des contrats. Non, ils ont ouvert. Ils ont ouvert à une immigration d'emploi et de travail. Donc en fait, vous ne pouvez pas complètement exclure cette possibilité par rapport à nos perspectives de développement économique. Je vais vous répondre là-dessus, mais alors sans m'attarder trop sur l'Italie, parce que moi je ne suis pas avocate de la politique italienne, et je considère que vous êtes alliés, oui, non, mais je ne réponds pas de l'ensemble des politiques qui sont menées par les alliés. En tout cas, ce qui est intéressant dans la politique, puisqu'on parlons d'immigration de travail en Italie, moi je considère pas que ce soit la bonne solution pour la France pour plein de raisons, et je vais y revenir. Mais il y a quand même une grande différence, si vous voulez, dans la politique d'immigration italienne. C'est que quand une personne vient pour travailler en Italie, elle repart, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, et elle repart également parce qu'il faut savoir qu'en Italie, ne sont accordés des visas de travail qu'avec les pays qui s'engagent à donner les laissez-passer consulaires pour récupérer les clandestins qui viennent de ces pays-là. Donc il y a déjà un
préalable qui n'est pas posé en France, loin de là, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça fait déjà une énorme différence. Et la deuxième différence, c'est également, il faut le savoir, qu'un employeur italien ne peut pas embaucher un travailleur étranger s'il n'a pas en amont fait la démonstration d'avoir cherché à embaucher en priorité un Italien. C'est évidemment également une disposition qui n'existe pas en France. Donc si déjà nous avions ces dispositions, les choses se poseraient, accordez-le-moi, très différemment. Marie-Maréchal, il y a des secteurs entiers aujourd'hui qui ont besoin de cette immigration régulière. Le problème des patrons aujourd'hui, c'est que l'immigration telle que nous la connaissons n'est pas une immigration de travail. Ça n'est pas une immigration de travail, c'est d'abord une immigration familiale en premier lieu, et donc ça n'est pas une immigration qui vient contribuer le aujourd'hui regroupement familial, c'est plus grand-chose aujourd'hui. Ça a été vrai. Non, mais ça a été vrai longtemps. Il y a aussi l'immigration des étudiants, et vous le savez bien. Et quand on regarde aujourd'hui le taux d'inactivité des résidents étrangers sur le sol français, il est bien supérieur au taux d'activité des Français. Donc ça fait malgré tout une énorme différence. Maintenant, je sais qu'à chaque fois, on refuse de regarder cela en face. Il y a aujourd'hui en effet des métiers en tension qui ne trouvent pas preneur. Je vois très régulièrement, moi qui suis dans les entreprises, difficulté à embaucher, c'est indéniable. Nous sommes dans un pays où, je le rappelle, il y a quand même aujourd'hui un peu plus de 5 millions de chômeurs. Nous sommes dans un pays où il y a 1,5 million de jeunes en âge et en capacité de travailler, qui ne travaillent pas, qui sont sans formation et sans diplôme. Est-ce qu'à un moment donné, quand on voit cette réalité du déficit d'activité en France, on peut d'abord se poser la question de savoir comment on ramène ces personnes vers l'emploi. Et là, il y a selon moi une réponse qui n'est pas abordée, ou en tout cas qui est toujours secondaire alors qu'elle devrait être prioritaire. C'est comment on fait en sorte que dans notre pays, le travail soit revalorisé et mieux rémunéré, notamment en baissant les charges sociales sur ces salaires, qui serait évidemment une manière de rendre automatiquement du pouvoir d'achat, plutôt que distribuer des chèques ou de faire des niches et des ristournes dans tous sens, et puis de lutter aujourd'hui contre les dérives d'une politique d'assistanat qui représente 33% du PIB, un record mondial, qui grève évidemment totalement les finances publiques et qui grève même les retraites. C'est l'ensemble de la protection sociale. On est totalement d'accord. Et de fait, avec les évolutions démographiques mentionnées par Ruth, on est totalement d'accord. La part des retraites augmente. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai parlé d'ailleurs de l'alignement du régime public-privé. Moi, j'étais même d'ailleurs plutôt ouverte à ce qu'on puisse lancer le débat sur une part ouverte sur la capitalisation. Donc, on ne peut pas passer à côté de ces sujets. Aujourd'hui, il y a 2 milliards d'euros par an, qui sont versés chaque année en RSA à des étrangers extra-européens. C'est plus de 2 milliards également pour des APL. Ce serait 20 milliards en cumulé pour l'ensemble des aides sociales non contributives. Donc vous voyez bien quand même qu'il y a des pistes d'économie qui seraient quand même plus intéressantes que simplement les 800 millions que veulent aller chercher le gouvernement avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Marion Maréchal, changeons absolument totalement de sujet. Vous avez regardé l'arrivée de la flamme à Marseille mercredi, ce Belém entrant dans le Vieux-Port. Oui. Est-ce que vous avez vibré en regardant regardant ces images? Ce tableau était pour le coup magnifique. L'entrée du Belém à Marseille avec la patrouille de France derrière, il y avait là, je dis bien là exclusivement, de quoi être fier dans cette... Et quid de l'injonction du président de la République à être fier? Je veux que les Français en soient fiers, c'est la fête des Français et des Françaises, dit-il. Le problème, c'est que pour être fier, il faut avoir des raisons d'être fier. Et je trouve que dans la manière dont le gouvernement organise ses JO, ou plutôt ses J-Walk, je devrais dire, il ne nous en donne pas beaucoup. J-Walk, pourquoi des raisons, parce qu'il dit que c'est les JO de tous les Français, mais non, en fait, là aujourd'hui, c'est les JO de certaines minorités actives. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on voit la flamme donnée à Jul, qui chante, excusez-moi pour ces termes crus, nique ta mère sur la canebière, qu'ensuite cette flamme est transmise à des drag queens tout au long du parcours. Non, il y en a plusieurs. Il y en a deux. Il y en a dans différentes villes, et je pense qu'à mon avis, ça n'est pas fini, qui sont censés, une fois de plus, être des vitrines de la France, et qu'à l'issue... Joue les plus gros vendeurs de musique. Pour moi, c'est pas le sujet. Est-ce qu'il peut être la vitrine de la France? Est-ce que c'est la vitrine? C'est la France d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la vitrine? C'est la France d'aujourd'hui. De l'élégance. Si elle est républicaine et si elle respecte les lois. Est-ce que c'est la France d'aujourd'hui? Est-ce que, je voulais vous dire que ces sujets sont clivants. Preuve en est, d'ailleurs, ils font polémique. La vitrine de la France, ça doit être celle de l'élégance, de la beauté, du raffinement, de la langue française qui est l'une des plus belles langues du monde. Et c'est pas avec la potentialité de voir Aya Nakamura chanter, qui ne chante même pas en français dans ses chansons et qui ont des textes extrêmement vulgaires, qu'on peut représenter cette France-là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi utiliser ces JO pour
cliver. Voilà. Pourquoi ? Alors même qu'on a 11 000 porteurs, on n'a pas des ingénieurs, on n'a pas des scientifiques, on n'a pas des artisans primés, on n'a pas des médecins qui font l'unanimité et qui nous rendraient fiers aux yeux du monde, qui montraient notre génie. Ils seront là aussi, et c'est vous qui avez l'air de cliver en quelque sorte. C'est pas vrai. Parce que vous avez vu cette émotion populaire à Marseille, c'est aussi c'est la France. Vous n'allez pas me dire que le port de la flamme par Jules fait consensus. C'est pas vrai. Que ça fasse partie une partie de la jeunesse peut-être. Il n'y a pas eu tellement de protestations. Ça fait pas consensus. Comment est-ce que vous l'expliquez justement ? Est-ce qu'il y a un projet derrière ça ? Je pense qu'ils veulent politiser, en effet. Le gouvernement veut politiser. Oui, je pense qu'ils veulent en faire, pour le coup, le vitrine de la Poste France. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, même symboliquement, qui est extrêmement choquant, je veux dire, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, mais même des choses qui paraissent anecdotiques, mais qui sont centrales. Le fait que les repas qui vont être servis au village olympique vont être des repas véganes. Donc, je veux dire, on fait un bœuf bourguignon sans bœuf. C'est quand même extraordinaire. Non, mais est-ce qu'on est menacé par ça Oui, parce qu'à un moment donné, quand on a l'une des meilleures gastronomies du monde, quand on a l'un des terroirs les plus riches, est-ce que c'est pas le moment de le valoriser? Quand on fait, il sera possible de manger de la viande malgré tout. Quand on fait, manifestement pas dans le village olympique, mais je leur souhaite. Par ailleurs, quand on fait une affiche, ça part de là, où on efface la croix qui se trouve sur le dôme des Invalides parce qu'on veut faire disparaître finalement les racines chrétiennes de la France. Tout ça commence très mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois de plus, si on fait des JO, c'est pas uniquement pour un bénéfice économique, c'est parce qu'on veut être une vitrine au regard du monde. Or là, on en fait un sujet clivant, ultra politisé, pris en otage par des minorités LGBT. C'est pas vous qui êtes un peu grincheuse, là, un peu, de bouder un peu la joie populaire? Non, parce qu'une fois de plus, comme je vous le disais à l'instant, s'il s'agit d'avoir comme tableau sublime le Bélème avec la patrouille de France, s'il s'agit d'avoir la langue française portée par des artistes raffinés qui représentent la France à cette occasion, s'il s'agit de valoriser nos ingénieurs et nos chercheurs, moi je dis oui et je dis 1000 fois oui. Mais la France, ça peut être ça aussi, ça peut être la France de Jules. Ça devrait être ça, mais malheureusement, c'est pas ce qui est mis valeur à travers ces JO. Des Jeux Olympiques dans un climat social un peu particulier, tendu, François. Oui, on a vu la multiplication de revendications salariales, principalement dans les transports, dans la sécurité, la police, pour l'obtention de primes. Ça vous a choqué, ça, qu'une partie de la France utilise cet événement comme levier pour obtenir des avantages salariaux ? Moi, je vais vous le dire, je ne supporte plus ce racket. J'appelle ça du racket. Le racket des Français par aujourd'hui une caste de syndicalistes professionnels de gauche, comme Sudrail ou la CGT, qui ont fait maintenant profession de faire du chantage régulièrement à la grève et à la manifestation pour obtenir des avantages complètement démesurés. Voilà. Et l'une des dernières démonstrations, au-delà de cette prime, c'est notamment évidemment l'accord scandaleux qui a été obtenu avec la SNCF qui annule. C'était pas lié au JO, mais non, mais on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis autre exemple qui annule complètement finalement la réforme des retraites et qui in fine finira par être porté par les Français, parce que quand on voit d'ailleurs la dette considérable, près de 24 milliards, je crois, de mémoire de la SNCF, ce sera une fois de plus un avantage qui sera apporté financièrement par les Français. Donc moi, je vous le dis, je considère qu'aujourd'hui, il faut réformer de fond en comble le système syndical français. Il faut arrêter avec les subventions publiques d'ores et déjà aux syndicats qui doivent vivre de leurs adhésions. Il faut remettre en cause il faut plutôt défendre la suppression du monopole de représentation syndicale au premier tour. Il faut faire en sorte... Finalement, ces syndicats que vous critiquez, ils sont puissants dans la France publique, mais dans la France privée, d'accord, ils sont déjà sauf que quasiment disparus. Vous voyez la capacité de nuisance quand même extraordinaire. Une fois de plus, on a créé une caste de syndicalistes professionnels qui ne font plus que ça. Est-ce qu'on pourrait s'accorder sur le fait que, typiquement, il ne puisse pas y avoir plus de 50% du temps de travail qui soit consacré à de la représentation syndicale? Est-ce qu'on pourrait s'accorder sur le fait qu'il n'y ait pas de mandat renouvelable plus d'une fois de 4 ans pour les représentants syndicaux? Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que, quand on est représentant syndical, on continue de vivre dans l'entreprise et de travailler pour en être les meilleurs porteurs et qu'on arrête avec cette espèce de monopole de syndicats d'extrémistes qui sont en train de nous tirer vers le fond? Voilà, parce que c'est absolument insupportable, c'est injuste en plus, et une fois de plus, ça va se payer très cher sur le moyen long terme. Mais là, on est dans le temps court. Un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy parle d'armes de blocage atomique avec les Jeux Olympiques. Est-ce que ce sont des mots que vous validez et oui, mais alors vous voyez ce qui est en train de se produire là? Bien sûr, mais c'est toujours la même chose. C'est les armes atomiques, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a l'occasion, une fois de plus, de tirer un bénéfice pour le coup économique et sportif, on se retrouve avec cette caste qui nous met en difficulté. Donc moi, j'ai envie de dire, plutôt que de le déplorer à chaque fois, plutôt que de céder à chaque fois, tirons-en les conséquences. Et vous appelez une trêve sociale? Le système syndical français.
français, qui n'est pas un système de dialogue constructif, qui cherche à faire en sorte que tout le monde soit gagnant, qui cherche à défendre des intérêts, des corporatismes. C'est d'un autre siècle et ça n'est plus acceptable. Marion Maréchal, se déroulait hier soir le concours de l'Eurovision et ses appels multipliés à exclure Israël de la compétition. Ruth El-Krief sur le sujet. Oui, comment est-ce que vous avez perçu ces événements et ce qui s'est passé ? J'ai trouvé ça évidemment extrêmement choquant de s'en prendre à cette jeune femme de 20 ans qui finalement venait chanter en hommage aux victimes du 7 octobre. Et je vois bien d'ailleurs, j'ai été interpellée par la présence de cette jeune Greta Thunberg, vous savez, qui était cette icône déifiée pendant un an. C'était une petite gamine manipulée qu'on retrouve en kéfier dans des manifestations qui, sous prétexte d'antisionisme, frôlent très régulièrement l'antisémitisme, parce que c'est ça la réalité. Et donc je trouve ça extrêmement choquant et je dois dire que je déplore également pas ce virage, parce que ça fait longtemps qu'ils le mettent en œuvre, mais en tout cas cette radicalisation de LFI sur le sujet, qui, pour des raisons de clientélisme électoral, a souhaité également dénoncer la présence de cette jeune femme, avec, disons-le, une certaine efficacité. Je rappelle que 69% des musulmans avaient voté pour M. Mélenchon à l'élection présidentielle et qu'à ces élections européennes, les sondages indiquent que les musulmans seraient 4 fois plus nombreux à voter pour LFI que pour les autres partis. Donc voilà, il y a un bénéfice électoral recherché et je déplore de voir monter des gens qui, non contents de vouloir alimenter leurs urnes avec ces stratégies, alimentent la haine des Juifs dans notre pays, mais pas seulement la haine des Juifs. Vous parlez de clientélisme électoral de la part de la France. La haine des Français en général, parce que quand je vois Madame Rima Hassan, qui fait preuve décidément d'une terrible ingratitude à l'égard de la France, puisque ses parents ont quand même été généreusement accueillis par les Français, et toute cette générosité française dont elle a bénéficié, qui lui permet d'être là aujourd'hui, elle l'utilise pour nous cracher au visage tous les jours. Elle a fait une déclaration il y a quelques jours de cela, honteuse, dans lequelle elle explique il y aurait un parallèle à faire entre ce qui se passe aujourd'hui en Israël à Gaza, ce qu'elle appelle un génocide, ce que je rejette totalement, et ce que la France aurait fait en Algérie. Donc elle traite notre pays de pays génocidaire, rien que ça. Et je veux dire, ça ne m'amuse pas, parce qu'au-delà de leur petit calcul électoral, pardonnez-moi, mais dégueulasse, ça n'est pas un jeu. Ça n'est pas un jeu, parce qu'il y a aujourd'hui toute une partie de la jeunesse, notamment d'origine immigrée, qui est alimentée dans cette haine de la France, cette culture de la repentance, ce masochisme historique et politique, et qui aboutit à un rejet totalement de notre civilisation et de nos valeurs, et parfois jusqu'à des drames, comme on l'a vu à la gare de Lyon, où on a aujourd'hui ce Malien qui vient expliquer qu'il était là pour tuer du Français. Voilà. Et donc, je trouve ça extrêmement dangereux. Et Comment vous faites pour l'inclure, cette jeunesse, vous, avec votre discours ? Déjà, peut-être commençons par arrêter de faire cela. Arrêtons peut-être toute la journée d'alimenter cette haine de la France. Et puis peut-être exigeons, à travers une politique migratoire plus exigeante et moins laxiste, que précisément on ait le droit à une forme de reconnaissance. Moi, j'ai jamais entendu Rima Hassan dire merci. Elle aurait pu dire merci à un moment donné à la France. Eh bien, je crois que si on avait justement une politique migratoire plus exigeante et plus réduite, on pourrait enfin avoir des personnes qui méritent d'être en France et qui font tous les efforts nécessaires et qui donc, à l'issue de cela, ne se transformeraient pas en agents anti-français et défenseurs d'intérêts étrangers aux élections. Marion Maréchal, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous retrouve sur l'antenne d'LCI à l'occasion du grand débat des têtes de liste le 21 mai prochain, animé par David Pujadas. Tout de suite, on reste ensemble et on se retrouve avec la tête de liste La France Insoumise, justement, Manon Aubry. À tout de suite. Aujourd'hui, dans notre beau pays, notre drapeau, le drapeau français, est insulté et brûlé tous les jours. La haine contre cet emblème ne fait qu'augmenter. Et vous, avez-vous ce drapeau chez vous? Est-ce que vous le portez haut et fier? Si ce n'est pas le cas, achetez-le dès maintenant sur notre site. Le lien est dans la description. Merci.